Alors donc je disais que ma posture est celle d'une juriste et plus particulièrement d'une juriste qui part du droit de la protection sociale. Donc, parce que bon, il y a plusieurs manières d'approcher le sujet, donc je partirai de celui de la protection sociale. Alors maintenant, si j'aborde le sujet, à proprement parler, solidarité et vieillissement, là j'ai un peu le vertige. J'ai le vertige parce qu'il y a deux mots qui sont difficiles à appréhender. Déjà, le vieillissement. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? Et ensuite, la solidarité. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Alors, le vieillissement, quelques observations. Le vieillissement, ce serait l'action de vieillir. Déjà, est-ce qu'on est actif quand on vieillit ou est-ce qu'on est passif? Je ne sais pas. Bon, ça serait l'action de vieillir. Et en fait, on commence à vieillir dès le commencement, donc dès qu'on est embryon. Donc, à quel moment appréhender le vieillissement? Alors, si je me réfère au dictionnaire, au petit Robert, j'ai utilisé plutôt la porte d'entrée vieillesse. Alors voilà ce que dit le petit Robert. Dernier épisode de la vie normale. Qu'est-ce que la vie normale? Dernier épisode de la vie normale qui succède à la maturité, caractérisé par un affaiblissement global des fonctions physiologiques et des facultés mentales et par des modifications atrophiques des tissus et des organes. C'est sinistre, ne fuyez pas, surtout ne fuyez pas, c'est sinistre, c'est tragique. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette définition, mais on voit bien que c'est pas du tout rassurant. Quoi qu'il en soit, on voit bien que cette définition met l'accent sur le déclin de la vitalité. Et en même temps, on voit que cette définition repose sur une approche essentiellement biologique, physiologique. Je préférerais considérer que la vieillesse est une notion relative. Il y a 50 ans, Simone de Beauvoir, lorsqu'elle décrivait la femme de 50 ans, la présentait comme une vieillarde. Aujourd'hui, je pense que pas beaucoup de personnes oseraient dire qu'à 50 ans, on est une vieillarde, même si de temps en temps, ma fille me laisse entendre que je suis vieille, mais je ne me sens pas pour autant vieillarde. Et je pense qu'il y aurait très rapidement un hashtag MeToo vieillarde qui se diffuserait sur les réseaux sociaux. Quand on dit qu'on a l'âge de nos artères, quel sens donner à cette expression aujourd'hui quand on connaît les progrès réalisés par la cardiologie notamment? Donc, plutôt que de parler de vieillesse, je serais tentée de parler plutôt de longévité. Et d'ailleurs, Pascal Bruckner, qui est philosophe, nous y invite dans son dernier essai, Une brève éternité, philosophie de la longévité, dont je vous recommande la lecture parce que c'est une vision plutôt, non pas tragique, mais plutôt presque enthousiaste de la vieillesse, en tout cas de ce qu'il appelle lui la longévité. Alors, cette notion de longévité présenterait l'avantage de mettre l'accent sur la durée de la vie et précisément sur l'allongement de la durée de la vie, puisque c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Autrement dit, on a toujours connu des personnes âgées, il y a toujours eu des gens dans l'histoire de l'humanité qui ont vécu très longtemps. Par contre, la différence entre aujourd'hui et hier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes qui vivent longtemps. Donc c'est vraiment une question de longévité plutôt que de vieillesse. Et on pourrait ainsi parler du droit de la longévité. Précisément, en droit, il n'y a pas de définition de la vieillesse. Il n'existe pas non plus de critères qui permettent de caractériser la vieillesse. Donc la vieillesse est en quelque sorte incertaine pour le juriste. Elle résiste à la catégorisation. La longévité aussi, me direz-vous, mais comme elle a le mérite de mettre l'accent sur l'allongement de la vie, lui, on peut le mesurer par rapport à l'âge. Or, précisément, le droit connaît l'âge. Il est même fréquent que la loi désigne l'âge pour déterminer le champ d'application d'une règle. Par exemple, on devient majeur à 18 ans. On peut bénéficier du RSA à 25 ans. On peut se faire rembourser une PMA quand elle est une femme jusqu'à 43 ans.
On peut partir à la retraite à partir de 62 ans, mais là, je laisse le débat ouvert. Et justement, on voit bien qu'on peut jouer sur les âges et donc les catégories. Donc, les références, les exemples relatifs à l'âge sont très nombreux en droit. Et d'ailleurs, on peut aussi considérer que si le droit catégorise à partir de l'âge, il a, je dirais, cette pudeur de ne pas prendre en compte directement la vieillesse. Et je prendrai un autre exemple dans le champ de la protection sociale, la prise en compte de la pénibilité dont on parle en ce moment dans l'actualité, enfin, dans les médias, etc. La prise en compte de la pénibilité renvoie à des conditions de travail dures qui probablement ont un impact sur le vieillissement, sur l'usure du corps. Et à aucun moment on ne parle de vieillissement, on va plutôt parler de pénibilité. Donc il y a une certaine pudeur du droit face au vieillissement qu'il préfère appréhender sous l'angle de l'âge. Alors précisément, à partir de cette référence à l'âge, on peut observer qu'il y a de nombreuses politiques sociales qui s'adressent à des personnes, donc en fonction de l'âge, par exemple des politiques sociales en direction des jeunes, donc on va plutôt viser les 25 ans, 26 ans, en direction des 50 ans, je pense par exemple aux pré-retraites, et là ça intéressera notamment les ressources humaines dans l'entreprise aussi, et donc à chaque fois la loi identifie des risques sociaux inhérents à des catégories pour leur appliquer un traitement particulier. Donc des politiques d'emploi, la retraite et aussi, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure, la dépendance. Alors, pas de référence à la vieillesse, peut-être, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, et en témoigne par exemple la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Effectivement, dans cette loi qui est relativement récente, qui est la loi du 28 décembre 2005, loi relative... 15, j'ai dit 5, c'est une erreur, c'est 15, non, mais c'est 15. Elle est récente, c'est 15. 5, c'est déjà ancien. Donc, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, donc du 28 décembre 2005, décidément, je ne vois pas le temps passer. 2015, pardon. Cette loi, d'ailleurs, qui a le mérite d'avoir une approche transversale des différentes techniques qui permettent d'assurer un vieillissement plus paisible. Donc on pourrait dire, tiens, ben voilà, une loi qui se réfère au vieillissement et non pas à l'âge. Mais quand on regarde l'exposé des motifs de la loi, l'exposé des motifs de la loi s'inscrit dans une perspective démographique. Dès le départ, on nous indique des chiffres, on nous dit que la population est en train de vieillir, qu'on va être très nombreux dans quelques années, que c'est terrible, et que à partir de là, cet aspect, enfin, cette inscription démographique se réfère aussi à l'âge. C'est-à-dire que l'exposé des motifs dit, voilà, à partir de 60 ans, voilà ce qui va se passer. Donc en fait, on n'échappe pas à cette référence à l'âge. Alors donc, en quoi ça peut intéresser le droit de la protection sociale? C'est que le droit de la protection sociale va envisager une classe d'âge, une catégorie, et affecter à cette catégorie une probabilité de réalisation d'un risque donné. Par exemple, ça peut être le chômage, pourquoi pas, politique sociale liée à l'emploi pour les plus de 50 ans, mais ça peut être également la dépendance, lorsqu'une personne, à partir d'un certain âge, ne peut pas effectuer les actes essentiels de la vie. Donc, il y a toutes sortes de politiques sociales, et certaines vont être davantage axées sur le vieillissement, mais de manière indirecte. Bon, on pourrait continuer sur les interrogations que suscite ce mot vieillesse, ce mot vieillissement, mais on voit bien que là, il y a une difficulté conceptuelle qu'on peut résoudre en se référant à l'âge. Bon. S'agissant maintenant de la solidarité. La solidarité, donc c'est le deuxième mot utilisé, le deuxième terme utilisé dans l'intitulé de la conférence. Là aussi, il importe de préciser la notion. Alors, c'est pas facile. J'ai amené avec moi l'ouvrage de Marie-Claude Blais, La solidarité, histoire d'une idée.
dès le départ, dans cet ouvrage, Marie-Claude Blais indique que le mot solidarité est un mot problème. On est bien content, c'est un mot problème. Elle dit que envisager la solidarité, c'est être plongé dans l'abîme. Bon, voilà, donc alors, comment définir la solidarité? En droit civil, on a quelques outils. En droit civil, la solidarité consiste en une modalité d'obligation qui pèse sur les débiteurs qui sont in solidum. Alors, c'est une figure qui remonte au droit romain, c'est-à-dire qu'en gros, chacun des débiteurs peut être tenu du paiement d'une dette, et ensuite, le débiteur qui a payé va se retourner contre les autres débiteurs. Bon. Cela étant, cette approche souligne l'interdépendance qu'il peut y avoir et qu'on va retrouver effectivement dans la solidarité. Mais cela ne nous renseigne pas beaucoup sur la notion de solidarité en droit de la protection sociale. Alors, il y a une entrée beaucoup plus évidente s'agissant du droit de la protection sociale, c'est de se souvenir que finalement, le droit de la protection sociale et la solidarité sont consubstantiels. Ils sont consubstantiels pour la simple et bonne raison qu'ils sont nés en même temps. Alors me direz-vous, oui, enfin la solidarité, ça a toujours existé, mais la solidarité telle qu'elle a été convoquée, en particulier au XIXe siècle, et qu'elle est reconvoquée aujourd'hui, et là je rejoins ce que disait Tatiana tout à l'heure, la solidarité telle qu'elle a été convoquée, telle qu'elle a été conceptualisée au cours du XIXe siècle, est consubstantielle donc à la protection sociale. Les deux se tiennent mutuellement. On pourrait dire qu'elles sont solidaires. La protection sociale, c'est la protection littéralement en société. C'est une expression fédératrice pour désigner l'ensemble des dispositifs qui visent à garantir une sécurité économique et sociale aux personnes contre certains risques sociaux. Et quand on parle par exemple de techniques, on se réfère à des techniques très différentes, plus ou moins abouties. Alors la première technique évidente, c'est celle de l'assistance, de l'aide sociale, qui est d'ailleurs la première manifestation de la solidarité à la fin du XIXe siècle à travers le solidarisme, qui a été dogmatisé par Léon Bourgeois. Donc l'aide sociale et la sécurité sociale, mais qui, pour le cas de la France, va intervenir plutôt au milieu du XXe siècle, en 1945, sur les fondations des assurances sociales de 1930. Bon, ça a été un petit peu plus précurseur dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne avec Bismarck à la fin du 19e, mais en France, il faut attendre la fin du XXe siècle. Et là, il y a un changement de perspective, parce que l'aide sociale, eh bien, c'est la manifestation, l'aide sociale, l'assistance, étymologiquement, assister, ça veut dire se tenir auprès d'eux. Donc c'est une aide le plus souvent matérielle, c'est peut-être une aide morale, alors que la sécurité sociale, l'assurance sociale, repose sur une assurance, sur une mutualisation du risque. Donc je désigne un risque, lequel, celui qui altère la sécurité économique d'une personne. Déjà, ça réduit le champ. Il n'y a pas de sécurité sociale pour l'environnement, par exemple. Donc la sécurité sociale, c'est celle qui vient réaliser la couverture d'un risque défini. D'où d'ailleurs un débat sur la question de la dépendance. Faut-il ériger la dépendance en un risque social? Pour l'instant, c'est loin d'être fait. Donc, on a, à partir du XIXe siècle, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette période du XIXe siècle et la gestation du concept de solidarité. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que je ne veux pas non plus entamer trop mon temps de parole, mais ce qui est certain, c'est que une petite chose quand même importante, c'est que finalement,
pour faire simple, enfin, je vais essayer. La Révolution française a quand même mis à mal, si ce n'est à bas, au moins à mal, les fondements de l'Ancien Régime, et notamment les solidarités de proximité qui existaient. Ces solidarités de proximité, c'était la famille principalement, l'Église et les corporations de métiers, où on connaissait la mutualisation du risque. Donc, la loi Le Chapelier de 1791 va interdire les corporations. Donc, puis de corporation, quand à l'Église les biens sont confisqués, il reste la famille. Mais en même temps, la période révolutionnaire, elle envisage de placer en face de l'État l'individu sans corps intermédiaire, d'où d'ailleurs la loi Le Chapelier. Et sur ce point, il y a la déclaration de 1793, le préambule de la Constitution de 1793, qui ne sera jamais appliquée, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que voilà, l'idée qui a été émise, cette déclaration de 1793 dit clairement que l'État a une dette, alors on dit une dette sacrée, bon, hein, a une dette sacrée à l'égard de l'individu. Et donc l'individu est créancier. On va retrouver d'ailleurs cette idée dans le préambule de la Constitution de 46, auquel renvoie celui de 58. Donc cette idée selon laquelle l'État va secourir la personne. Sauf que, bon, ça a été affirmé à la fin du XVIIIe siècle, et ça n'est qu'à la fin du XIXe siècle que véritablement l'État-providence va se manifester. Et tout au long du XXe siècle, effectivement, l'État social va se déployer, notamment avec la sécurité sociale à partir de 1945, et à partir de là, on n'entendra plus tellement parler de la solidarité. On entendra parler de la sécurité sociale, on entendra parler encore de l'aide sociale, dans une moindre mesure, du minimum vieillesse, mais pas tellement de la solidarité. En revanche, cette solidarité, elle est reconvoquée au cours de ces dernières années, je dirais ces 30 dernières années, à un moment important, en tout cas charnière, qui est celui qui suit les crises économiques successives. Et sur ce point, je suis allée vérifier l'intitulé je n'ai pas là sous les yeux l'intitulé exact, l'intitulé du ministère sous Bérégovoy, 1983. C'est ministère, je crois, de mémoire, ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Voilà donc que la solidarité revient au menu. Et par la suite, d'autres ministères vont y faire référence, dont l'actuel ministère de la Santé et des Solidarités. Et là, on observera que ce n'est plus la solidarité avec un grand S, mais les solidarités. Donc je pense que ce glissement sémantique mériterait un certain nombre d'observations. Quand, tout à l'heure, tu parlais, Tatiana, des solidarités, de la solidarité intergénérationnelle, là aussi, elle est remise au goût du jour, je crois dans les années 91-93, avec Rocard, lorsqu'il a envisagé d'entreprendre une réforme sur les retraites. Et donc, la première chose qui a été dite, c'est que ces retraites étaient fondées sur une solidarité intergénérationnelle. Personnellement, je ne crois pas trop à la solidarité au sens d'une solidarité généreuse. Et je crois que là, la semaine dernière, était invité Comte Sponville, je crois, sur France Inter, et il rappelait qu'il fallait distinguer la solidarité de la générosité. Ce sont deux choses distinctes. Et lui parlait plutôt d'un égoïsme intelligent. Donc la solidarité, ce serait un égoïsme intelligent. Et effectivement, l'idée dans une solidarité, c'est que chacun a intérêt à ce que l'autre lui apporte un soutien,
en échange de quoi il va apporter son soutien. Donc en fait, il y a une réciprocité, et il y a également l'idée d'une continuité dans la solidarité. Alors ça a été exploré par des philosophes comme Kant, ou même à la fin du XIXe siècle par des philosophes comme Fouillé, Marion, qui ont vraiment abordé la question de la solidarité sous l'angle de l'interdépendance. Alors, toujours avec un aspect biologique. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle du corps social, ça renverrait, le corps social renverrait finalement au corps biologique, hein, ou une approche cellulaire. Bon. Alors, comment associer maintenant solidarité et vieillesse? Alors, là, il me reste, je dois reprendre, il me reste encore un petit peu de temps, oui. Ouais. Alors, pour reprendre un petit peu le schéma que vous a indiqué tout à l'heure Tatiana, on peut dire que dans un premier temps, les politiques de la vieillesse sont fondées historiquement sur la solidarité nationale, qui est plutôt une solidarité qui est permise par la sécurité sociale. Donc ça, je développerai ce premier point dans un premier temps. Mais on va s'apercevoir que ces politiques de la vieillesse fondées sur la solidarité nationale ne suffisent pas à combler les besoins exprimés par le vieillissement de la population, et que les gouvernements les plus récents se portent plutôt vers la redécouverte, hein, redécouvrent les vertus de la solidarité ou des solidarités familiales, et plus largement des solidarités, ce que j'appelle les solidarités de proximité. Alors, s'agissant des politiques de la vieillesse fondées sur la solidarité nationale, ces politiques de la vieillesse sont assurées principalement par les retraites. Et là, je n'aurais pas besoin de trop développer les retraites, je crois que tout le monde est au courant, hein, même si, voilà, dans le débat actuel, et également par le minimum vieillesse, qui est peut-être un peu moins connu. Les retraites assurent une sécurité économique, et elles reposent donc sur la technique de l'assurance, hein, c'est-à-dire qu'elles reposent sur une contribution des assurés, c'est-à-dire des travailleurs. Dans un système, nous avons un dispositif plutôt système professionnel hérité de Bismarck. Donc elles reposent sur une contribution assise sur des salaires, donc des cotisations sociales, qui vont permettre l'ouverture de droits quand on atteindra un certain âge. Donc c'est pour ça qu'on y voit, alors c'est un système par répartition, comme chacun sait, et c'est pour ça qu'on y voit une solidarité intergénérationnelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la logique contributive, puisqu'il s'agit d'un dispositif d'assurance qui assure donc un salaire en quelque sorte différé dans le temps. Historiquement, ces retraites, lorsqu'elles ont été créées, étaient en quelque sorte plafonnées. C'est pourquoi les hauts revenus, et plus particulièrement les cadres, ont cherché à obtenir un équivalent en complément. Donc ils ont construit, ils ont bâti des retraites complémentaires qui se sont ajoutées progressivement pour les cadres et ensuite pour les non-cadres au régime de base. Ce qui explique qu'aujourd'hui nous avons deux étages, ça va peut-être pas durer, le régime de base assuré par la sécurité sociale et les régimes complémentaires. Mais je dirais que, alors que dans le premier cas, l'accent est mis sur la solidarité nationale, d'accord, dans le second cas, on va mettre l'accent sur une solidarité de type professionnel, même si on retrouve de la solidarité dedans, et qu'il s'agit à chaque fois d'une technique d'assurance, sachant que le régime général a quand même vocation à assurer la compensation financière des autres régimes.
sauf quand il s'agit de régime autonome, comme chez les avocats. Bon. Donc, on a là donc un dispositif, un système même, qui assure une certaine sécurité économique des personnes, et on peut dire qu'il y parvient plutôt relativement bien. Néanmoins, on a bien vu que le système étant contributif, il faut avoir travaillé. Ce qui pose évidemment la question de ceux qui n'ont pas travaillé ou qui n'ont pas suffisamment travaillé, puisqu'il y a une durée de cotisation qui est définie dans ce dispositif. Ces personnes, cette fois-ci, vont pouvoir recourir à des dispositifs d'aide sociale. Et là, on revient sur la vignette plus ancienne de l'aide sociale, qui est incarnée par ce qu'on appelle le minimum vieillesse. En fait, ça ne s'appelle plus le minimum vieillesse depuis quelques années, mais on continue de dire le minimum vieillesse, parce que c'est vrai que le minimum vieillesse, c'est un petit peu plus facile à retenir et sympathique à dire, si j'ose dire sympathique, que l'ASPA, qui est en réalité l'allocation solidarité, d'ailleurs on entend solidarité, l'allocation solidarité aux personnes âgées, et donc qui obéit cette fois-ci à une logique d'aide sociale. Il s'agit donc d'une aide additionnelle qui prend en compte, comme d'ailleurs toutes les aides sociales, les ressources du bénéficiaire. Dès lors que le bénéficiaire n'atteint pas un certain niveau de ressources, l'allocation, qui est en quelque sorte une allocation différentielle, lui apporte le complément pour parvenir à ce qu'on appelle un minimum, qui est le minimum vieillesse. Et actuellement, est-ce que vous avez une idée du montant de ce minimum vieillesse? Pour ça, je disais qu'il est moins... 903 €. Alors, pour le coup, il a été bien revalorisé au cours de ces dernières années, même au cours de ces derniers mois, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il était encore à 800 €. Ouais, mais 903 €. Donc, alors, on va prendre en compte les ressources, et puis si les ressources n'atteignent pas 903 €, hop, il y a un complément qui est donné pour atteindre 903 €. Alors, là aussi, il y a un projet de fusion. Je ne sais pas si je vais en parler là, mais on pourra en parler. Mais il y a un projet de fusion de toutes les aides sociales, ou de la plupart des aides sociales, et notamment, en fait, le minimum vieillesse, c'est quoi? Correspond finalement au RSA. C'est le RSA de l'âgé. Bon. Donc, après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un revenu minimum universel? On aime bien l'universalité. Je ne sais pas si on aime la solidarité, mais on aime l'universalité. Donc, on pourrait envisager, et c'est ce qui est dans les tuyaux, un revenu universel minimum qui fusionnerait toutes les aides, ou presque, existantes. Et à ce moment-là, quand on est jeune, on a le RSA, et quand on atteint 60, 65 ans, enfin ça c'est à définir, on a le minimum vieillesse, et bien là, on aurait un revenu minimum universel, éventuellement toute sa vie. Et oui, bah oui, ça, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui... Parce qu'on a dit à propos du minimum vieillesse, que finalement, il avait surtout été servi au profit des femmes. Pourquoi? Parce que quand on a mis en place les régimes de retraite en 1945, comme ce sont des régimes par répartition, il faut un certain temps pour qu'il y ait une montée en charge de ces régimes, d'un régime par répartition. Et il faut avoir une carrière pleine. Or, les personnes qui ont les plus petites pensions sont en général des femmes, parce qu'elles ont des carrières incomplètes. Et donc ce sont surtout les femmes qui ont touché le minimum vieillesse. Et ça correspond plutôt aux femmes d'une certaine génération. Et puis évidemment, au fil du temps, on voit très bien hein, les courbes de service des prestations du minimum vieillesse, elles ont tendance à décroître en fonction évidemment de la disparition de ces personnes. Mais on peut supposer qu'il y aura, cette décrue sera suivie d'une augmentation, parce qu'il y a aussi nombre de personnes qui aujourd'hui sont en retrait par rapport au marché du travail, et donc n'ont pas de ressources, touchent le RSA,
et toucheront l'équivalent du minimum vieillesse dans quelques années. Donc voilà. Alors, et parmi cette population, on peut penser qu'il y aura de nombreuses femmes également, parce que bon, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la situation des femmes et de la vieillesse, mais je crois que c'est l'objet d'une autre séance. Donc voilà. Mais grosso modo, que ce soit à travers les pensions retraite ou à travers le minimum vieillesse, on est parvenu à endiguer une certaine pauvreté qui était, je dirais, classiquement rattachée, traditionnellement rattachée à la vieillesse. Par le passé, quand on disait vieux, on disait pauvre. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas ou plus de pauvreté chez les personnes âgées, mais il y en a beaucoup moins que par le passé. Et aujourd'hui, la pauvreté aurait plutôt tendance à frapper les personnes jeunes. C'est ce qui ressort des dernières statistiques. Cela dit, quand on envisage la question de la pauvreté et de la vieillesse, là aussi, il y aurait beaucoup d'observations à faire et constater qu'il y a de très fortes inégalités chez les personnes âgées, en particulier au détriment des femmes. Alors, on a là donc deux dispositifs issus de la solidarité nationale qui peuvent permettre d'aborder et de traiter le vieillissement en assurant une certaine sécurité économique. Pour autant, le vieillissement pose des défis nouveaux, notamment liés à cet allongement de la vie, la longévité, et au cours de ces dernières années, se pose la question de la dépendance, et plus particulièrement de la prise en charge de la dépendance. Alors, la dépendance, on peut la définir comme l'impossibilité, l'incapacité à accomplir les actes essentiels de la vie. C'est-à-dire, très concrètement, se lever, se laver, manger seul, etc. Alors, il y a des degrés, évidemment, dans la dépendance. La dépendance n'est pas nécessairement rattachée à la maladie, même si il peut y avoir des liens entre les deux. On peut être malade sans être dépendant, on peut être dépendant sans être malade. Mais il est vrai que la longévité, sans être pessimiste, montre qu'en vieillissant, on a plutôt tendance à tomber malade, à être en moins bonne santé, et on a plutôt tendance à être dépendant. Alors les chiffres là-dessus sont assez éloquents. 25% des plus de 85 ans seraient dépendants et on atteindrait presque 100% pour les plus de 95 ans. Je me méfie avec les chiffres et moi 25% pour les plus de 85 ans et presque 100% pour les plus de 80 ans. Ça m'a un petit peu amusé, 95 ans. Ça m'a un petit peu amusé parce que j'ai une tante de 98 ans qui n'est ni malade, enfin pas plus que nous, enfin pas plus que voilà, et qui n'est pas dépendante. Et je me suis dit, ben voilà, elle fait partie vraiment, on les compte même pas dans les tableaux statistiques. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais ce sont des chiffres qui sont assez édifiants. Il faut autre chiffre, sur 10 personnes qui décèdent en France, 4 ont connu la perte d'autonomie, dont 2 de manière sévère. Donc ça, c'est quand même sur 10 décès, 4 des personnes décédées ont connu la perte d'autonomie, et parmi ces 4, 2 de manière sévère. Une perte d'autonomie importante. Alors, évidemment, avec le vieillissement de la population, la question de la dépendance se pose avec plus d'acuité, et pour autant, les réponses apportées par la protection sociale sont assez faibles. Si on regarde du côté de la sécurité sociale intervient au niveau de l'assurance maladie. Là, on a effectivement une assurance maladie qui remplit son rôle, mais qui ne suffit pas à aborder les questions relatives à la dépendance, puisque la dépendance suppose une aide matérielle, une aide physique, et à ce moment-là, l'assurance maladie ne peut pas
prendre en charge ces aspects. Par exemple, l'équipement du logement pour accompagner des situations de difficulté à se mouvoir. L'équipement du logement ne relève pas de l'assurance maladie. De sorte que, en matière de dépendance, l'individu doit plutôt mettre aller chercher dans ses propres deniers de quoi subvenir à ses besoins, ou sinon, il peut bénéficier d'une aide sociale. À ce moment-là, il va bénéficier des secours de l'aide sociale, plus particulièrement du département, lequel va intervenir à partir du moment, à titre subsidiaire, à partir du moment où les proches, et c'est là que vont intervenir les solidarités familiales, à partir du moment où les proches, la famille, n'est pas intervenue. Sachant que l'aide sociale dispose d'un droit à récupération sur succession auprès des héritiers, ou même, depuis 2015, un droit en cas de retour à bonne fortune. La personne on peut demander à la personne de rembourser tout ou partie de ce que l'aide sociale aura avancé, par exemple en matière d'aide à l'hébergement. Alors, ces aspects nous montrent quand même les limites qui sont atteintes là, et qui posent un problème à notre sécurité sociale finalement. Alors, ça fait longtemps qu'on évoque l'idée d'un risque dépendance qui pourrait, au même titre que la maladie ou que la retraite ou que l'accident du travail par exemple, qui pourrait donc ouvrir droit, sous réserve d'une contribution initiale, à l'indemnisation du risque s'il se réalise. Mais pour l'instant, aucun gouvernement ne s'est risqué à entreprendre cette réforme. Sarkozy l'avait annoncé dans son programme présidentiel, et ce risque dépendance n'a jamais vu le jour, très probablement pour des raisons budgétaires, et je crois que Madame Buzyn devrait également renoncer à en faire un risque dépendance de sécurité sociale, puisqu'elle... alors, le projet de loi sur la dépendance que doit présenter Madame Buzyn est en stand-by depuis le mois de décembre. Il devait être présenté au Conseil des ministres au mois de décembre, et en fait, le débat sur les retraites, que vous connaissez, a en quelque sorte gelé toute initiative. Cela étant, je sais pas, je déplore un peu qu'on n'ait pas une réflexion plus large sur la vieillesse en France, et que la question de la dépendance ne soit pas aussi associée dans le débat à celle sur les retraites. Parce que quand on entend que, par exemple, quand on dit que comme il y a un allongement d'espérance de vie, cela autoriserait un relèvement de l'âge de départ à la retraite, soit, mais cet allongement de l'espérance de vie s'accompagne en même temps de la dépendance, très, très souvent. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait envisager la question des retraites en même temps que la question de la dépendance. Et peut-être que si une contribution supplémentaire devait être faite, on pourrait l'appréhender de manière plus sereine, parce qu'on saurait que finalement, ce qu'on a en moins au niveau de la retraite, on pourrait l'avoir en plus au niveau de la dépendance. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, là, je parle un peu... il n'y a pas d'approche globale de la vieillesse. Ce que d'ailleurs souhaitait Pierre Laroque dans son rapport de 1960, mais ça n'a jamais abouti. Alors, tout ça pour dire que finalement, c'est une deuxième approche finalement de la solidarité en protection sociale. Aujourd'hui, on redécouvre les vertus de la solidarité familiale. Ces vertus, si ce sont des vertus, elles se manifestent, j'en parlais tout à l'heure, dans la récupération sur succession, par exemple, dans
les projets de déploiement des congés en faveur des aidants familiaux. On l'a vu également dans la loi de 2015, l'instauration du droit au répit. Le droit au répit, alors en gros, lorsque la personne est considérée comme dépendante et donc bénéficie de l'allocation prestation dépendance, donc qu'elle soit dépendante, et qu'elle est aidée par un proche, il se peut que ce proche, au bout d'un moment, montre des signes d'essoufflement, parce que c'est vraiment épuisant d'accompagner. En plus, bon, c'est épuisant physiquement et émotionnellement. Et donc, le législateur a créé le droit au répit qui permet donc à la personne dépendante de partir, mettons, en institution ou de disposer d'une aide à domicile pendant un certain temps, d'où le répit. Et pendant ce temps-là, l'aidant se repose. Bon. Enfin, je crois que c'est plafonné à 500 €. Donc 500 €, on ne se repose pas longtemps. Voilà. Voilà, c'est pas une semaine au Club Med. Hein. Donc voilà. Alors on voit, je ne vais pas développer là parce que je vais laisser la parole à Béatrice, mais on voit poindre comme ça des dispositifs disparates, sans cohérence à mon avis d'ensemble, mais qui témoignent tous plus ou moins d'un recours aux solidarités familiales, c'est-à-dire à ce qui coûte rien à l'État. Mais en même temps, c'est collectivisé au sens où c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. En tout cas, il y a un accompagnement législatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas, cela ne relève pas d'une solidarité spontanée. La solidarité spontanée, c'est la solidarité de proximité. Je vais aider ma mère parce que elle s'est cassée la jambe, donc je vais l'aider. Personne ne me le commande. Mais par contre, on peut envisager des solidarités plus organisées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'entreprennent les derniers gouvernements lorsqu'ils essaient d'encadrer la solidarité familiale. Voilà, j'en ai... Il y a des congés aussi, dans le droit de la fonction publique. Oui. Les congés qui sont octroyés oui. Pour les aidants familiaux. Il y a des congés, et dans le projet de loi de Madame Buzyn, il serait question d'indemniser l'aidant. Je crois le chiffre de 43 € par jour a été avancé. 43 €, mais qui serait limité dans le temps. C'est pas toute la vie, c'est pas vitam aeternam, c'est pas à durée indéterminée. Ça serait mobilisé pendant quelques mois. Voilà. La personne pourrait bénéficier de 43 €. Bon, là aussi, ça veut dire qu'une personne qui travaille et qui gagne plus de 43 € par jour ne va pas être en situation d'aider son parent. Donc c'est plutôt une personne qui n'a pas de ressources, qui va, ça peut être le conjoint, ça peut, enfin, là aussi, est-ce que le dispositif permet véritablement d'accompagner une personne dépendante? Par ailleurs, Madame Buzyn a dit, pas très longtemps, que son projet de réforme n'excluait pas le recours à la capitalisation, c'est-à-dire à l'épargne. Et je ne l'ai pas dit, mais la réforme sur les retraites actuelles ne peut pas, à mon avis, être lue sans considérer la loi Pacte de 2019 qui fait la promotion de l'épargne retraite. Et depuis le 1er octobre 2019, nous disposons d'un nouveau produit qui s'appelle le plan épargne retraite individualisé, qui succède à Madelin, au plan Madelin. Donc il y a là une volonté, tout en réaffirmant le choix de la répartition, une volonté quand même d'aller vers la capitalisation. Ça me paraît évident. Chère Béatrice.